Vous allez écouter le nouvel épisode de Bon Plan. Mais juste avant ça, je voulais remercier les éditions Ulmer, qui sponsorisent ce programme. C'est une maison d'édition qu'on aime beaucoup et qui est spécialisée dans la nature et l'écologie pratique. Vous pouvez retrouver leur catalogue sur leur site internet, édition au pluriel-ulmer.fr ou chez votre libraire. Si vous écoutez ce programme, c'est aussi grâce à eux. Binge Audio. Bonjour, je suis Thibaut. Vous êtes bien dans le nouvel épisode de Bon Plan. On entend les oiseaux. Il est 8h30 du matin, je traverse le bois de Vincennes, qui est donc dans Paris, entre Paris et Vincennes. Et là, dans une ferme qui elle est située vraiment sur le territoire parisien, j'ai la chance de parler de poules avec Sonia, qui travaille donc à la ferme de Paris et qui s'occupe, entre autres, des poules. Je vais lui demander comment on fait pour avoir un poulailler en ville, comment on fait pour qu'elle soit heureuse, comment on fait pour que ses voisins ne vous détestent pas. Voilà, on va poser toutes ces questions à Sonia. Je finis de traverser le bois de Vincennes et on y va. Bonjour Sonia, c'est Thibaut, l'appareil. Je suis devant l'entrée de la ferme. Il y a des travaux juste à côté et je suis devant l'entrée de la ferme. Je vois Sonia qui arrive au loin. Bonjour Sonia. Bonjour Thibaut, ça va? Ça va. Ouais. Merci de m'accueillir. Bon bah c'est normal. C'est chouette de se balader ici au petit matin avec les oiseaux et tout. Ah bah c'est sûr, c'est vrai que c'est toujours agréable quand on arrive, il y a toujours les oiseaux, en général c'est relativement calme. Donc voilà, mais c'est vrai que le cadre est magnifique, ouais. C'est quoi en fait exactement la ferme de Paris, vous pouvez l'expliquer? Alors la ferme de Paris, c'est un pôle ressources sur l'alimentation durable et l'agriculture urbaine. On appartient à la mairie de Paris. Et on est en charge de former les Parisiens à l'alimentation durable. On va vraiment de la reconnexion au monde agricole, à la filière de production alimentaire, à l'accompagnement de grands programmes de porteurs de projets, voilà, sur la végétalisation de la ville, la permaculture, l'agriculture urbaine sous toutes ses formes, etc. Ça s'est ouvert en 1989, on va fêter les 30 ans l'année prochaine de la ferme. Et donc le responsable du site avait vraiment été embauché pour mettre en place ce grand projet. Donc c'est Monsieur Collet avec son épouse. Donc eux, ce sont des vrais fermiers qui venaient du monde rural et qui ont répondu à un appel en fait de la ville qui cherchait un couple d'agriculteurs pour mettre en place ce projet. On est tout petit, on a 5 hectares, ce qui est quand même conséquent. Par contre, on a la particularité de faire plein d'expérimentations, d'avoir des modes de production, que ce soit au niveau du maraîchage, au niveau des potagers, etc. On teste plein de choses sous plein de modes différents pour pouvoir montrer aux Parisiens comment ils peuvent en fait adapter sur un format plus petit telle ou telle technique qui fonctionne ou non dans le contexte parisien. Et donc il y a aussi des poules. Et il y a aussi des poules, exactement. Il y a des poules, il y a des canards, il y a plein d'autres animaux. On a aussi des vaches, des moutons, des brebis. Et effectivement, une des espèces phares à la ferme de Paris, c'est la poule. Il y a tout un programme, Paris a mis tout un programme justement en lien avec la réintroduction de poulaillers en ville. Donc des poules, on en a pas mal. On va voir les poules? Ok. Là, on a un petit bout de chemin à faire. C'est pas juste à côté? Non. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter pendant ce temps-là? Alors, donc moi, je suis Sonia Sarmiento. Je suis conseillère environnement à la ferme de Paris depuis 13 ans. En fait, à la base, je suis animatrice environnement. Donc, depuis longtemps, je sais que je veux travailler dehors et de faire de l'animation, de la sensibilisation. Voilà, c'est clairement ce que je voulais faire. Au fur et à mesure du temps, donc, je suis arrivée à la ferme de Paris il y a 13 ans. Et voilà, et c'est un site tellement riche, on a un public tellement varié, on fait tellement de choses différentes que c'est impossible de se lasser de ce travail. C'est un travail passionnant. Donc voilà, ça fait 13 ans que j'y suis et j'espère que j'y resterai encore de nombreuses années. Et à la base, vous êtes plutôt du monde rural ou de la ville? Alors, moi, effectivement, je viens de la campagne, je suis pas du tout citadine, mais j'avoue que j'ai essentiellement appris mon métier aux côtés donc de Marcel Collet, que je citais tout à l'heure, qui est un vrai fermier, parce que moi, dans ma famille, il n'y a aucun fermier. C'est pas parce qu'on vient de la campagne qu'on est naturellement plus calé sur le monde agricole. Ça n'a rien à voir. Même dans les campagnes, la déconnexion
du monde de la consommation et du monde de la production, il y a une scission complète entre ces deux mondes-là, et même à la campagne, c'est le cas. C'est pour ça aussi qu'on voit de plus en plus d'introduction d'agriculture urbaine, c'est parce que cette déconnexion, effectivement, peut avoir des conséquences, même sur notre bien-être. On est des êtres humains, on a un besoin de côtoyer de la nature, on le ressent, c'est pour ça que la ville met en place de nombreux programmes de végétalisation, mais c'est pour ça aussi qu'elle souhaite voir la réintroduction d'animaux, d'élevage en ville, parce qu'on se rend compte que d'avoir un animal, ça crée du lien social autour et ça apaise. Donc là, on arrive au poulailler, on va donc passer par la porte, on va passer par les dindes pour pouvoir aller chez les poules. Les dindes, on va les laisser tranquilles aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous entendez, on entend les canards également à côté. Donc la basse-cour, en fait, effectivement, toute la basse-cour est réunie sur un même endroit. Par contre, on a bien séparé chaque espace. Là où il y a des poules, il n'y a pas de dindes. Là où il y a des canards, il n'y a pas de poules, etc. C'est des kiwis ? Oui, donc c'est des kiwis. Donc nous, ça nous tient à cœur d'avoir une végétalisation importante au niveau de nos poulaillers. On a un bon enherbement, tout simplement parce qu'on veille à ne pas avoir un surnombre d'animaux. Dès qu'on a trop d'animaux, on n'a plus de pelouse. C'est normal, il y a un piétinement. Les poules, ça gratte le sol en plus. Donc si on a trop d'animaux, la pelouse disparaît. Donc nous, on veille à ce que la pelouse reste en place. Donc on ne met pas trop d'animaux. Et on a de la végétalisation verticale. Ça permet d'avoir donc des coupe-vents. Quand il y a mauvais temps, ça fait un coupe-vent, ça fait un abri aussi contre la pluie. Et lorsque c'est des moments de grosse chaleur, ça leur donne des îlots de fraîcheur. Cette végétalisation, elle est réfléchie sous plusieurs formats. Soit c'est des végétaux que l'homme va consommer, et le fait que cette basse-cour est protégée d'un filet, les oiseaux ne viennent pas manger les baies. Donc du coup, pour nous, on a une récolte assurée lorsque l'on met des végétaux comestibles dans la basse-cour. Ensuite, on peut aussi mettre des plantes à graines, comme par exemple du tournesol, du lin. Les poules vont manger ces graines qui sont donc oléagineuses, et ça va leur apporter un apport en matière grasse essentielle pour elles. Il y a autre chose, c'est que c'est beau en fait. J'ai jamais vu un poulailler tout vert avec effectivement de la pelouse, et c'est très joli. Voilà. Donc là, on arrive vers les poules, on va ouvrir la porte. Voilà. C'est vrai que c'est un moment qu'ils aiment vraiment, la sortie du matin. Pourtant, ici, les portes sont ouvertes très longtemps dans la journée, mais une fois qu'un animal a goûté au plein air, c'est dur ensuite de l'enfermer. Alors on les libère, ça y est. Alors ça y est, on les libère. Qu'est-ce qu'elles sont en train de dire là ? Alors là, elles sont en train de dire, tiens, il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vraiment ? Je pense, ouais, parce que quand le coq, là c'est le coq qu'on entend, il caquette un petit peu. Le coq en général va toujours être à transmettre des messages à ses poules. Il est tout le temps comme ça. Lorsqu'on emmène de la nourriture, par exemple, il va appeler les poules vont se rassembler, et lui, il va pas forcément manger tout de suite. Il va d'abord laisser ses poules manger, et ensuite il va manger. On a effectivement plusieurs races. Donc, il y en a qui sont bien blanches avec des plumes un peu noires. Elles ont une robe magnifique. Elles ont des plumes jusque sur les pattes, c'est joli. Elles ont des plumes jusque sur les pattes, effectivement. Donc, cette race-là, c'est la Brahma herminée. La Brahma herminée est réputée pour être une bonne couveuse. Ensuite, les poules un peu mouchetées blanc-gris, enfin plutôt gris et blanc, ainsi que le coq, c'est la race coucou fermière. Dans les coucous, il y a plusieurs sortes de coucous. La star de la coucou, c'est la coucou de reine. Pourquoi c'est une star ? C'est une star dans le sens où c'est vraiment une poule en voie d'extinction. La coucou de reine a été considérée moins productive à un moment donné. Donc du coup, elle a été un petit peu abandonnée par les éleveurs. Donc du coup, certains éleveurs un petit peu plus engagés, qui veulent vraiment maintenir des races, ont fait tout un travail de sensibilisation sur la coucou de reine. Et justement, nous, on n'a pas réussi à avoir des coucous de reine.
On aurait souhaité à la base mettre des coucous de reine pour pouvoir avoir ce discours-là. Et on a une petite poule marance qui est cachée là, sous la végétation. Elle a fait l'objet d'un programme de développement de la race parce qu'elle a été également considérée en voie d'extinction à un moment donné. Donc beaucoup d'éleveurs se sont attachés à cette poule et du coup ont fait vraiment de la reproduction active de cette race. Donc aujourd'hui, la marance n'est plus considérée en voie d'extinction. D'accord. Les éleveurs ont réussi leur pari. Elle a été sauvée. Elle a été sauvée. C'est celle qu'on appelle également la poule aux œufs d'or, la marance, parce qu'elle a la particularité de faire des œufs d'un rouge. Ils sont magnifiques, ces œufs. Et c'est vrai que du coup, c'est celle qu'on appelle la poule aux œufs d'or chez les éleveurs. Mais tiens, on n'a même pas regardé si elles avaient pondu. On n'a même pas regardé, on va aller voir. Donc on rentre dans la petite cabane en bois du Voilà. poulailler. Donc là, ce que l'on peut voir... Alors, on entend la dinde qui est à côté. Alors, c'est le dindon, même qu'on vient d'entendre. Eh bien oui, il y a des œufs. Effectivement, il y a des œufs. Et justement, ça tombe très bien. Il y a un œuf de la marance. Et on voit justement la différence de couleur entre l'œuf de la marance et un œuf, on va dire, classique qu'on a l'habitude de voir. Alors, c'est vrai qu'il est vraiment rouge foncé. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je savais même pas que ça existait, c'est hyper beau. On dirait qu'il a été peint en fait. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs pondoirs. On appelle ça un pondoir et pas un nid dans les élevages. Il y a plusieurs pondoirs, mais les 2 œufs qu'on a récoltés ce matin étaient dans le même pondoir. Les poules, en général, aiment aller toutes pondre au même endroit. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je pense que ça les rassure. On dit que l'œuf attire l'œuf. Et depuis qu'on est rentré, il y a le coq qui chante. Oui, le coq s'est mis à chanter depuis qu'on est rentré. Donc, je pense qu'il était peut-être sur le qui-vive quand même à nous observer. Donc là, je pense qu'il est... Voilà. Là, il est tout détendu. Il fait son chant du matin. J'étais étonnée qu'il chante pas quand on lui a ouvert la porte tout à l'heure. Mais là, je pense qu'il se détend, en fait, tout simplement de nous voir un peu plus loin. Alors, avec les poules, on peut aussi lier vraiment des affinités. Certaines personnes ont de vraies relations avec leurs poules. Quand on arrive, elles nous connaissent aussi, les poules. Elles savent qui vient donner à manger, elles savent qui donne les meilleures friandises aussi, parce que les poules, c'est pareil. L'intérêt de voir des poulaillers en ville, c'est aussi parce qu'elles vont avoir un impact. Je parlais de bien-être tout à l'heure sur l'être humain, mais elles ont aussi un impact de réduction au niveau de nos déchets ménagers. Lorsque l'on vient avec des croûtes de fromage, elles adorent ça. Quand on est sur un mode de poulailler collectif, elles vont des fois être plus attirées par une personne plutôt qu'une autre parce que ce qu'apporte cette personne, c'est meilleur. Et vous êtes plutôt bien vu par les poules ? Oui, parce que moi, je suis plutôt croûte de fromage. Et elles adorent ça. Et c'est pareil à l'époque du potager. Ce sont aussi de très bons auxiliaires au niveau du potager. Elles adorent les limaces et les escargots, donc voilà. Ce qui fait que lorsque l'on est en pleine période de limaces au potager, on récolte nos limaces et on vient les donner à manger aux poules. Pour revenir au poulailler, dans un poulailler, la poule ne dort pas au sol et la poule ne dort pas dans son pondoir. Pour la poule, sa maison, c'est son abri. Elle va pondre au pondoir et elle va dormir perchée. Même si elle est bien enfermée la nuit, que le site est sûr, dans un petit coin de sa tête, elle garde quand même la peur du prédateur et la peur du renard. Et le fait d'être perchée, elle se sent en sécurité. Autre chose importante au poulailler, c'est d'avoir un mangeoire et un abreuvoir suffisamment grand pour que chaque poule puisse manger à sa faim et que chaque poule ait un espace. Si toutes les poules veulent manger en même temps, il faut qu'elles puissent le faire. Si elles ne peuvent pas le faire, on va créer du stress et de l'agressivité. Autre chose importante, quand on a un abri, c'est important d'apporter une litière végétale. Donc la paille, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la partie extérieure. On n'est pas obligé de mettre de la paille, on peut mettre du copeau de bois, du gravier, etc. Mais par contre, dans l'abri intérieur, c'est important d'avoir de la paille. Tout simplement parce que ça va récolter les déjections et ça va apporter une isolation à l'espace. Et puis simplement pour leur confort au niveau des pattes, d'être sur dalle, pour elles, c'est pas super. Autre point important dans l'abri, avoir un puits de lumière naturel. En fait, c'est important que la poule ait des phases jour-nuit
et qu'elles puissent bien voir le moment de l'aurore et le moment de la tombée du jour. Si on est en ville, il y a très probablement un lampadaire pas loin, donc vaut mieux peut-être ne pas mettre de fenêtre, non? Effectivement, si on a vraiment un lampadaire pas loin, la fenêtre peut effectivement être un frein. Alors, à Paris, nous, on déconseille de mettre un coq. Ici, on se permet d'avoir un coq parce qu'on est au cœur du bois et que nos voisins directs, c'est les gentils renards et les gentils faisans, n'est-ce pas? Donc, au niveau du chant du coq, en pleine campagne ou dans le bois, ça ne dérange pas. Par contre, le coq, alors il chante le matin, mais en fait, il chante toute la journée. Il chante quand ça le chante. Ce qui fait que si on a un coq extrêmement chanteur et qui chante toute la journée, on peut avoir des nuisances on peut porter nuisance à nos voisins. En ville, il faut savoir que rien n'interdit l'élevage de poules. Par contre, ce qui est interdit et réprimandé par la loi, ce sont les nuisances. Donc lorsqu'on est éleveur urbain, c'est très important. Donc si on peut ne pas mettre de coq et avoir des règles d'hygiène vraiment strictes. Le bruit que font les poules ne risque pas, ça peut déranger aussi les voisins, non? Alors les poules, elles chantent moins fort et en général, elles vont juste chanter au moment où elles font un œuf. Je vous pose la question parce que Alexandre, qui produit ce podcast, a eu pendant quelques mois des poules dans son jardin. Donc il avait fait très bien les choses. Il avait, en plus de la petite cabane, il avait aménagé un espace grillagé. C'était assez malin ce qu'il avait fait. Mais il avait deux craintes. D'une part, les poules se chamaillaient effectivement. Ils faisaient un peu de bruit très tôt le matin. Et en plus, il avait l'impression qu'elles tournaient un peu en rond, qu'elles avaient l'air de s'ennuyer. Donc il a fini par donner ses poules à contre-cœur. En partant de ces exemples, est-ce que vous pouvez expliquer comment on fait concrètement pour avoir un poulailler en ville et éviter les erreurs? Déjà, c'est très très bien le fait de se rendre compte effectivement que nos poules ne sont pas forcément bien dans l'espace qu'on leur a donné et effectivement leur offrir la possibilité d'aller sur un autre élevage où elles peuvent vraiment répondre à leurs besoins pour satisfaire leur bien-être naturel, c'est vraiment une très belle action. Quand on veut avoir des animaux, effectivement, il y a déjà des choses à réfléchir avant de prendre les animaux. Quel espace je peux avoir ? Est-ce que j'ai de la végétalisation? Est-ce que c'est une dalle? Est-ce que je peux avoir un abri vraiment protégé face aux prédateurs? Voilà, il y a plein de questions à se poser. L'espace, c'est le plus important. Nous, ce qu'on conseille ici, c'est d'avoir au moins 5 mètres carrés par poule en extérieur et 1 mètre carré par poule en intérieur. Si on veut maintenir une végétalisation comme la nôtre ici, on conseille d'avoir même 10 mètres carrés par tête en extérieur. Après, on sait très bien que dans Paris, c'est très compliqué d'avoir autant d'espace. Donc la végétalisation peut en pâtir, mais c'est très important pour que chaque poule ait son propre espace de vie. On déconseille également de prendre un animal unique. C'est les poules, les animaux en général, ça vit en groupe. Donc avoir un animal tout seul, il ne sera pas bien. C'est difficile de savoir combien il y a de poules en tout dans Paris, mais je pense qu'on serait surpris du chiffre. Ouais. Vous pensez qu'il y en a beaucoup? Oui, je pense qu'il y en a pas mal quand même. Parce que les jardins partagés, il y en a beaucoup qui ont des poules. Il y a aussi des particuliers qui en mettent sur leur balcon parce qu'ils ont envie d'avoir des œufs. Donc ça aussi, c'est autorisé. Ce n'est pas interdit, en tout cas, de mettre des poules sur un balcon. Là, pour le coup, lorsque l'on a des animaux sur des balcons, il faut simplement vérifier au niveau du règlement intérieur de la copropriété, si on est en copropriété. Il faut vérifier sur ce règlement que ce n'est pas interdit. Si ce n'est pas écrit noir sur blanc que c'est interdit, on a le droit de le faire. J'ai une dernière question pour tous les gens qui nous écoutent et qui se sont dit là pendant quelques minutes qu'ils avaient très envie d'avoir des poules et qui malheureusement n'ont pas toutes les conditions réunies. C'est une question aussi pour Alexandre, donc, qui produit ce podcast et qui a dû renoncer à ses poules. Est-ce que vous conseillez d'autres élevages ou d'autres, peut-être, je ne sais pas, ça peut être une ruche ou quelque chose d'autre pour compenser l'absence de poules? Ben, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la configuration de son espace. Il peut faire le choix de mettre un lapin. Un clapier, c'est sympa aussi, s'il a vraiment envie d'avoir un animal. On peut créer, nous on a des petites structures de clapier mobile. Voilà, on déplace le clapier au fur et à mesure que l'animal mange la pelouse. Voilà, c'est moins impactant. Et puis ça fait quand même un petit animal. Et tout seul, il ne va pas s'ennuyer? Alors s'il vaut quand même mieux les mettre soit à deux. Attention si c'est un couple, sinon on se fait envahir de lapins.
Si ce sont 2 mâles, c'est à proscrire parce qu'ils vont se battre, parce qu'il y a cette espèce de concurrence de territoire. Donc 2 mâles, c'est pas possible. Et 2 femelles, ça résout le souci. 2 femelles, c'est bien. Je vais conseiller à Alexandre d'avoir un clapier mobile avec 2 femelles dedans là. Ouais, voilà. Je lui transmets. Merci en tout cas de m'avoir accueilli aujourd'hui et de m'avoir appris plein de choses sur les poules. C'était passionnant. J'espère avoir répondu à vos questions. Et puis n'hésitez pas à revenir nous voir, effectivement. Ce sera avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci Sonia. Au revoir. Au revoir. Binge.